Droit dans les yeux, notre invité de ce soir, Mohamed Lamine Kaba. Bonsoir. Bonsoir à vous, Merci bonsoir. d'accepter notre invitation. Merci, le plaisir est partagé. Député à l'Assemblée nationale et surtout vice-maire de Farana. Parfaitement. Donc conseiller communal, oui. Conseiller communal de la ville de Farana, mais député. Parlons d'abord de la députation. Vous êtes député, pour lever l'équivoque, hein, vous êtes député de Fidèle, du parti Fidèle ou député du RPG Arc-en-Ciel? Non, je suis député du parti Fidèle, mais également le vice-maire de la commune urbaine de Farana. J'ai été sous le label du parti Fidèle, pas du RPG. D'accord. Donc vous avez été élu sur la liste du parti Fidèle. Parce que je rappelle, le parti Fidèle, c'est votre parti. C'est ça, parti Fidèle, c'est la force des intègres pour la démocratie et la liberté dont j'ai le signe d'honneur de présider. Oui, je pensais que vous étiez un peu sur la liste du RPG Arc-en-Ciel. Non. Comment vous êtes arrivé à l'Assemblée? À travers une élection qui a été organisée, et donc Fidèle, souverain. Fidèle, bien sûr. Le parti Fidèle, combien de voix? Nombre de voix, oui. Je crois que nous avons eu... Vous croyez ou vous savez? Le chiffre, oui. Parce que nous avons eu 37 500 voix. Donc vous avez été élu avec 35 700 voix sur une liste nationale, c'est ça? C'est ça. 37 700 voix. Donc vous n'êtes pas de ceux qui ont été élus avec moins de 200 voix, comme le dénoncent les... Non, en fait... Vous êtes bien élu, au fait, je suis bien élu, ce n'est pas aussi par le plus fort reste. Donc j'ai eu vraiment le nombre de voix que j'ai eu, cela me permettait d'être élu. Pourquoi vous n'êtes pas venu sur la liste du RPG Arc-en-Ciel? Vous avez sollicité? Je ne dirais pas ça de façon... Parce que ça ne m'a jamais été dit de façon explicite. Oui. Mais il est clair quand même que je suis allé depuis très longtemps, j'étais du RPG. Et quand j'ai quitté, nous avons créé ce parti qui est la force des intègres pour la démocratie et la liberté, oui. Et qui m'a aidé à être le vice-maire de la commune urbaine de Farana. Grâce au RPG. Non? Oui, grâce au RPG. J'ai compéti. Une coalition. Oui, je sais que vous avez compéti, mais en même temps, vous vous êtes fait aider quand même. Oui, j'ai été élu. Mais voilà, vous vous êtes fait aider. Par qui? Par le RPG. Vous n'allez pas nier ou bien je me trompe? Non, vous vous souviendrez que le RPG même n'a pas été dans le bureau exécutif de la commune. Vous vous rappelez, à Farana, il n'y a que l'indépendant, l'UFDG, le Parti Fidèle et le PDGRDA. Je sais. Dans le bureau exécutif. Je sais, parce que le maire même était un indépendant. Tout à fait. Mais on sait comment ça fonctionne. Vous savez que le RPG n'est pas très loin. Mais n'allons pas refaire ce débat-là. De toute façon, moi je suis content que vous soyez à l'Assemblée. Hein. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu à l'Assemblée. Vous étiez sur la scène politique depuis 2010. Vous avez participé à construire beaucoup d'organisations qui par la suite ont disparu. Et parfois même vous avez pris position contre certaines de ces organisations. Je me souviens de la dernière, le FNDC. Finalement, vous êtes à l'Assemblée nationale. Félicitations, honorable député. Parlons donc des affaires de l'Assemblée nationale. Le 7 avril dernier, si je ne me trompais pas, le Premier ministre était face à vous. Tout à fait. Il était venu présenter son discours de politique générale, n'est-ce pas? C'est parfait. Vous étiez là? Oui, tout à fait. Vous l'avez suivi? Nous l'avons suivi, oui, avec une attention particulière. En une phrase, si je vous demandais, en une phrase, que pensez-vous du discours? Le discours du Premier ministre. Le discours du Premier ministre... Qu'avez-vous retenu? Essentiellement, nous avons retenu que les 2 mandats du président Alpha ont permis à la Guinée d'emprunter le chemin, si vous voulez, du développement et de l'innovation. Ça, c'est la première partie parce qu'il a rappelé le bilan. En deuxième partie, la redistribution. Hein? C'est son discours? Oui, dans son discours. Oui. En deuxième partie, il a dit que la façon par laquelle il vous souhaiterait redistribuer cette richesse, c'est l'ANAFIC, dont je connais l'impact en tant que vice-maire de la commune urbaine de Farana, mais aussi Agnès, qui pour moi n'est qu'une structure de distribution genre d'aumône. Donc c'est ce que j'ai désapprouvé. Je reconnais que les 2 mandats du président Alpha ont permis à la Guinée d'emprunter le chemin de développement, parce que lorsque vous regardez les chiffres, vous pouvez vous rassurer que oui, vraiment il y a eu la performance macroéconomique. Cependant, la population, le panier de la ménagère n'a pas connu cette prospérité. Et d'où il y a le problème, si vous voulez, de la redistribution de richesses se pose. Et moi, je pense que la meilleure façon de redistribuer les richesses de l'État, si vous voulez, le produit de la prospérité ou de la croissance économique, c'est la création d'emplois. Et malheureusement, c'est ce que je n'ai pas observé dans son discours. Et ainsi, nous lui avons suggéré, nous avons posé la question de savoir quelle est sa politique, si vous voulez, de création d'emplois, qui, pour moi, répond mieux à la distribution de richesses de l'État, mais pas la façon. Parce que les chiffres macroéconomiques sont très forts. Je vous prends quelques exemples. En 2010... Vous savez, quand vous parlez de chiffres, de macro, de micro, j'aimerais qu'on réserve ça pour un moment. Dites-moi d'abord, est-ce que vous avez été convaincu par son discours?
Le Premier ministre, ce qu'il a dit, parce que vous êtes un homme politique, il y a ce qu'il dit dans le discours et ce que vous vivez dans les faits. Quand vous liez les deux, honorable député, est-ce que vous avez été convaincu par son discours? En partie. En partie, c'est-à-dire? Ça veut dire que, c'est-à-dire le bilan qu'il a donné à la chose, les chiffres macroéconomiques, j'ai été rassuré. Je me suis dit que oui, il y a une politique qui a été mise en place qui nous a permis. Vous avez été rassuré comment? Parce que vous n'en connaissez rien, vous n'en savez rien, vous ne pouvez pas chiffrer, vous n'êtes pas économiste ou parce que réellement vous le savez? Non, je le sais. Vous le savez? Je sais. D'accord. Je sais, Qu'est-ce qui vous a convaincu dans les chiffres, par exemple? Ce qui m'a convaincu dans les chiffres, oui, c'est que le taux de croissance économique qui était en 2010 à 1,5, aujourd'hui nous sommes à 6%. Le sucre en 2010, ça se vendait à moins cher. Aujourd'hui, c'est plus cher. Alors dites-moi, de 2010 à aujourd'hui, comment est-ce que le nombre de pauvres aurait réussi à diminuer? Le niveau de vie des Guinéens se serait amélioré, comme l'a dit le Premier ministre, si vous lui croyez. Bon, c'est ce que je suis en train de vous le dire. Allez-y. Je suis parfaitement d'accord, c'est ce que je viens de dire. Lorsqu'on regarde les chiffres macroéconomiques qui sont brillants, mais en réalité, la condition de la population ne s'est pas améliorée ainsi. D'accord. Je suis parfaitement d'accord. Cela aussi a des facteurs, ça s'explique par certains facteurs. Nous sommes dans une épidémie que vous connaissez, qui a une dimension de conséquences sur le plan international. Oui. Mais sur le plan national encore, nous avons nos propres handicaps, notamment le problème d'infrastructure. Nous n'avons pas de route. Oui. Le fait déjà que nous n'avons pas de route, moi j'étais au village récemment, j'ai acheté des sacs de riz à une distance de 40 km d'une sous-préfecture. C'est un district distant au moins de 40 km de la sous-préfecture. Où on m'a dit le transport, pour transporter juste un seul sac de riz, on me parle de 50 000. D'accord. De la même distance ailleurs encore, dans une autre sous-préfecture, dans un autre district où la route est bonne, c'était 10 000 francs que je payais. Donc nous avons aujourd'hui assez de production. Oui. Mais le fait déjà que nous n'avons pas de riz, et plutôt nous n'avons pas de route, quand je vous prends des pommes de terre, très souvent, parce que par manque de route, ça va directement vers le Sénégal. Oui. Quand vous prenez le riz, je vous parle d'une zone qui est frontalière à la Sierra Leone. Les récoltes là-bas aujourd'hui font facilement vers le côté, vers les frontières. Vers la frontière, oui. La Sierra Leone, qu'à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur du pays, il n'y a pas de route. C'est ce qui est expliqué. Sinon, la production a réellement augmenté. Mais le fait Dans ce cas, comment est-ce que vous, député, vous pouvez croire à ce discours du Premier ministre à dire que la pauvreté a diminué? Non, je finis. C'est ce qui a fait que, aujourd'hui, lorsqu'on parle de ces chiffres-là, sont là. Mais en réalité, il n'y a pas de route entre les zones de production et les centres de commercialisation ou de consommation. Donc le discours du Premier ministre, c'est un discours faux. Ça veut dire que les marchandises sont devenues très chères. Mais le nombre de pauvres, je vous parle de l'agriculture, il y a 75% des Guinéens, au moins qui travaillent dans l'agriculture. Ils ont beaucoup plus de produits aujourd'hui que par le passé. Et ces produits sont beaucoup plus chers aujourd'hui que par le passé. Justement. Donc ils sont à la fois plus riches. Mais c'est ça. Parce que s'ils avaient l'habitude de gagner à l'hectare, comme je viens de le dire, 800 kilos à l'hectare, aujourd'hui, ils ont 2000 kilos à l'hectare. Donc ils sont devenus beaucoup plus riches. Mais comment est-ce que vous pouvez être riche quand vous n'arrivez pas à écouler? C'est la loi du marché, vous produisez, vous n'écoulez pas. Non, mais ça coûte plus cher, en fait. Oui, mais justement. Donc ça ne marche pas, ça n'améliore pas. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que dans les villages, il y a beaucoup plus de riches dans les villages, mais dans les centres de commercialisation, de consommation, dans les grands centres, il y a beaucoup plus de pauvres là-bas. Donc ça veut dire qu'il y a du riz, mais il n'y a pas de moyens de transport. Se trouve au village. Au village. Donc ce qui fait que le nombre de pauvres a réduit. C'est vrai. Ce sont des chiffres réels. Donné par des institutions crédibles. Vous ne pouvez pas en même temps essayer de faire plaisir au Premier ministre et tenter de nous convaincre non, quelque chose moi je veux le Premier ministre... Le discours du Premier ministre... Oui, alors ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai. Le chiffre dont et vous ne devriez pas croire le Premier ministre. Moi, non, c'est le discours du Premier ministre, c'est lui qui est venu dire sa politique devant vous. J'ai rappelé certains chiffres ici que le Premier ministre ne l'a pas dit. Oui, justement. Mais quand il dit que le nombre de pauvres a diminué, nous, ça nous irrite en même temps, parce qu'on devient de plus en plus pauvres au lieu d'être... Je vous ai donné une explication accessible. Les 75% des Guinéens sont dans l'agriculture, donc dans les villages. Oui. Ils font beaucoup plus de production aujourd'hui que par le passé. De production inutile. Donc, du coup, ils sont pas inutiles. Inutile. Du coup, ils sont plus riches aujourd'hui que par le passé. Ça ne sert pas à grand-chose, hein. Voyez-vous, mais je sais de quoi je parle. Mais évoluons de les façons. Autre chose qui vous a convaincu dans le discours du Premier ministre, hein? Convaincu? Oui. Bon, rien de tout. Oui, bon, c'est-à-dire, ces chiffres-là, je suis d'accord avec les chiffres, mais la façon dont ils comptent pour redistribuer les richesses, je ne suis pas d'accord. D'accord. J'ai désapprouvé et je lui ai dit. D'accord. Et il a dit quoi?
Non, il n'a pas eu le temps de répondre à ces questions. Il a juste pris note. Oui, il a pris note. Je crois qu'on attend les réponses dans les jours à venir. Alors, allons-y donc dans le discours du Premier ministre. Il s'est créé par la suite beaucoup de polémiques. Hein. On va aller sur un certain nombre de choses. C'est d'abord cette situation, puisque vous êtes de la Commission des Affaires étrangères, cette situation de la frontière du Sénégal, il n'en a pas parlé. Mais on l'a interpellé là-dessus. C'est quoi le problème avec le Sénégal aujourd'hui? Je ne peux pas le dire avec exactitude parce que je ne suis pas de l'exécutif. D'accord, mais vous êtes de la Commission des Affaires étrangères. Vous oui, devez nous avoir sommes. Une idée, non? Oui, justement. Pourquoi notre frontière est fermée? Oui, justement. Vous savez, il y a toujours des facteurs politiques qui influencent les relations diplomatiques. D'accord. Donc, très souvent, il y a de ces vérités qui ne sont pas étalées en place publique. D'accord. Et selon ce que nous avons connu, l'information que nous avons tous eue, c'est que pendant les élections passées, il y avait un certain nombre de conspirations qui se faisaient de l'autre côté de nos frontières. Oui. Donc, du coup, pour des mesures de sécurité, l'exécutif a jugé nécessaire de former un certain nombre de frontières. C'est le cas du Sénégal, de la Guinée-Bissau, mais aussi de la Sierra Leone. Mais pour la Sierra Leone, c'est réglé, mais le Sénégal, ce n'est pas toujours... Oui, mais certainement, ils ont des informations que nous n'avons pas. Et récemment, le président de la République donc, a déclaré, pour aller sur le même sujet, il a déclaré que tous les complots qui ont été ourdis contre la Guinée sont partis du Sénégal. C'est une attaque frontale. Oui, c'est une accusation directe. Oui, mais vous, député, vous réagissez comment? Oui, mais ce que je peux dire... Parce que je sais pourquoi je vous pose la question. Vous, au Sénégal, pour vous, c'est comme une deuxième patrie. Vous y avez des activités. Ce que je vous dis, je suis parti au Sénégal, j'ai étudié là-bas, j'ai travaillé là-bas. Je me suis marié, j'ai une femme sénégalaise qui est actuellement avec moi, avec les enfants. Mais justement, quand vous entendez... Donc, en partie, je suis sénégalais en partie. C'est pourquoi je vous pose la question. Donc, le président qui dit... Ce que le président a dit, oui. Je ne lui donne pas tort. Tout simplement pourquoi? Parce que il a raison. Il y a un cadre. Il a raison. Je vous reviendrai. Oui, je peux le dire. Il a raison ou n'a pas raison? Il n'y a pas de langue de bois. Il faut que je m'explique. Oui, mais dites-moi d'abord, il a raison ou pas le président? Le président a raison. Tous les complots qui ont été ourdis contre la Guinée sont venus du Sénégal. Les témoignages viennent du Sénégal. C'est ce que je voudrais vous dire. Et par des autorités crédibles. Le président, il a raison donc. À l'indépendance, il y avait un certain Mamadou Dia qui gérait le pouvoir au Sénégal avec le président Senghor. C'était un régime bicéphale. Donc deux régimes, enfin deux autorités. Un exécutif à deux têtes. Voilà, un exécutif à deux têtes. Donc Mamadou Dia, qui a clairement mis dans ses mémoires, il a écrit dans ses mémoires comme quoi, qu'à son temps, il y avait un complot, il y avait des complots en permanence qui s'organisaient au Sénégal par des Guinéens et entretenus par par l'armée française. Il a cité, c'est la mémoire de Mamadou Dia qui le dit. Donc celui-ci n'est pas plus sénégalais. C'est pas un Sénégalais ordinaire. C'est une autorité qui l'a dit. Et on se rappellerait encore qu'au-delà de cela, nous avons connu assez de remous par le passé, mais il faut reconnaître déjà que l'implication... Le Sénégal, c'est un mauvais voisin. Non, je ne dirais pas que c'est un mauvais voisin, mais je suis d'accord que la relation entre le Sénégal et la Guinée... sur cette base? Moi, je ne vous comprends pas. Au fait, vous êtes en train de discuter sur deux arguments, au fait. Le président dit que tous les complots qui ont été organisés contre la Guinée sont partis du Sénégal. Je vous pose la question, est-ce que le président a raison ou a tort? Vous dites que oui, il a raison. Je dis le président a raison. À partir du moment où nous avons des témoignages vous avez dit que c'est vrai. Par une autorité crédible. Ça veut dire quoi? Que le Sénégal, c'est un mauvais voisin. Le Sénégal est dans le complot contre la Guinée, le complot permanent contre la Guinée, c'est ça? Non, ce n'est pas ce qui a été dit. Le président n'a pas dit. Vous savez, laissez-moi vous faire comprendre. Ce que je vous parle là, Mamadou Dia était vraiment... Laissez Mamadou Dia. Je ne le laisserai pas, c'est une autorité sénégalaise qui a autorisé. Il n'a pas dit que c'est l'État. Je suis d'accord. Non, laissez-moi finir. Quand on dit qu'il y a le complot se prépare dans un pays... on parle de l'État. Pas forcément. Non. Quand on parle du Sénégal, on parle de l'État. Pas forcément. D'accord, alors comment ça s'est passé? Pas forcément. Au Sénégal, ça peut être un territoire favorable à l'opposition et qui peut s'organiser mieux là-bas sans l'avis de l'autorité administrative et politique du pays. C'est le Sénégal. Quand ça vient du Sénégal, ce sont les autorités sénégalaises Mamadou Dia dont je vous parle, lui, il était une autorité, mais ce qui se passait là-bas, il n'était pas d'accord. La preuve, c'est qu'aujourd'hui... Le fait de dire que les complots se préparent au Sénégal, ça ne veut pas dire que ce sont les Sénégalais qui préparent le complot. Ça ne veut pas dire... se prépare sur le territoire sénégalais. Mais le complot peut se préparer en Guinée. L'État sénégalais a une responsabilité dedans. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut préparer le complot en Guinée ici sans l'avis de l'autorité exécutive? Non, je ne suis pas d'accord. Ah, d'accord. Non, et pourtant, on voit des régimes qui sont renversés. Non, ça veut dire qu'en Guinée, vous ne maîtrisez pas, d'accord, le territoire national. Et ce qui ne peut pas être possible. Non, ça ne doit pas se faire. Justement, mais ça ne peut pas donc se faire. C'est pourquoi les services de sécurité, ils existent, honorables. Les services de renseignement
ça varie, les forces, ça varie d'un pays à un autre. Même en France, aux États-Unis, les complots se sont organisés aux États-Unis. Nous avons vu le bombardement, comme on appelle World Trade Center, ça s'est préparé où? Aux États-Unis. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'autorité sénégalaise, comment vous appelez, américaine qui était impliquée dedans? Non. Un territoire peut servir à un adversaire politique de se préparer sans être en harmonie. Si vous étiez face à un député sénégalais ou à une autorité sénégalaise, il vous interpelle sur la question, vous le regardez droit dans les yeux, vous lui dites quoi? C'est-à-dire, vous avez un homologue sénégalais, un député. Oui. Vous êtes face à face, en discussion. Oui. Après, il vous dit, écoutez, honorable, votre président, il a raconté n'importe quoi. Hein. Dire que tous les complots viennent du Sénégal contre la Guinée, c'est une attaque contre mon État. Vous le regardez droit dans les yeux, moi vous lui dites quoi? je lui dirais qu'il n'a pas compris. En Guinée, un complot peut se préparer en Guinée sans être en harmonie, qui renverse d'ailleurs le système, qui a le service de renseignement en main. Ça ne veut pas dire que c'est l'État guinéen qui a organisé le coup d'État contre lui-même. Ça peut se préparer aux États-Unis contre les Américains. Ça ne veut pas dire que ce sont des Américains ou l'autorité américaine qui dirige la chose. Ça peut servir, si le lieu est favorable, ça peut se servir. Donc moi je comprends, le président Alpha n'a pas accusé, il dit juste le milieu le sert à l'opposition de se mouvoir. Mais il ne l'a pas dit que c'est l'État sénégalais qui est impliqué dans le complot contre l'État guinéen. Ce n'est pas ce qui a été dit. C'est difficile de nous convaincre sur ça, hein, mais puisque c'est votre argument, il n'y a pas de problème. On continue encore sur le discours du Premier ministre. On va revenir sur ce qui a fait polémique. Le Premier ministre qui dit n'être pas au courant de qui a donné l'autorisation pour qu'on casse les maisons, je reprends les textes, qu'on casse les maisons des habitants. Vous avez écouté ça? Bien sûr. Vous étiez là? Nous avons été surpris, franchement. Vous, député? Député. Et tout le monde a presque crié. Ah, mais de quoi s'agit-il? Parce que vraiment, on a été surpris par cette phrase. Pour nous, parce que si c'était un truc qui a eu lieu en un seul jour, on pouvait comprendre. Mais lorsque la chose a pris plus d'une semaine ou plusieurs semaines, je crois qu'il y a de quoi de dire que l'autorité devrait être informée. Si l'autorité n'était pas informée, c'est que l'autorité a failli à son devoir. Donc c'est quoi? Mais ce qui me réjouit, à partir du moment où le Premier ministre a nous transmis le message du président de la République que toutes les victimes seront indemnisées, je pense qu'on se met là, on se réjouit de cela, mais nous déplorons et nous pensons qu'il serait mieux d'assumer sa responsabilité. Donc attendez, vous voulez passer l'éponge dessus? Je ne passe pas l'éponge dessus. Quelqu'un à qui on a confié l'exécution de vos lois, que vous votez, vous les députés, vient vous dire, je ne sais pas qui a exécuté une loi dont vous m'avez confié la responsabilité d'exécuter, et vous, député, vous dites, d'accord, puisque tu as décidé de réparer le tort, c'est bon, on passe dessus. Non. Vous ne cherchez pas à savoir ce qui a causé ça? Justement, il a déjà dit qu'il y a une commission. Il a déjà dit qu'il y a une commission qui est en train de mener des enquêtes là-dessus pour identifier. Nous sommes en train d'identifier. Il a clairement dit que l'État, le gouvernement est en train de se battre pour identifier. Donc ça veut dire que c'est lui qui est en train d'identifier sa propre faute? Non, pas sa faute, d'identifier les personnes qui ont instruit à ce que les maisons, comme on appelle des citoyens, soient... Vous, député, est-ce que vous avez mis une commission en place? Est-ce que vous en avez parlé après pour savoir? Parce que vous êtes quand même les représentants directs des populations. Ça veut dire que ce sont vos maisons qui ont été cassées, ou du moins si vous vous souciez de ces citoyens qui vous ont porté cette responsabilité, qui vous ont donné cette responsabilité. Est-ce que vous avez mis une commission pour chercher à savoir qui a osé casser les habitations des citoyennes dont vous portez la voix? Pour le moment, le Premier ministre nous a dit. Laissez ce que le Premier ministre a dit. Ah non, ce sont les initiatives que vous avez eues. Oui, nous pouvons initier, mais à partir du moment que l'exécutif déjà a initié, nous attendons. Et lorsque nous allons voir que cette commission n'arrive pas à aboutir à un résultat probant, c'est en ce moment maintenant que nous pouvons dire, nous allons mettre une commission d'enquête. Mais à partir du moment où ils sont engagés, non seulement à identifier des victimes, mais aussi ceux qui ont instruit à ce que les maisons soient détruites, je crois que... Ça va durer combien de temps? Non, c'est l'exécutif qui le dira. Et je ne le sais pas. Vous allez attendre combien de temps? Bon, je pense que dans les normes, je ne serai pas. Le bureau de l'Assemblée pourra mieux définir le temps. Pas moi. Je ne suis pas membre du bureau. Vous n'allez pas le dire. Non, je ne suis pas membre du bureau. Il n'y a aucune action, vous n'allez rien faire, vous passez dessus comme ça. Non, pas du tout. De toute façon, les pauvres populations, ils n'ont que les yeux pour pleurer, hein, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui, vous le savez. Non, pas du tout. Ce qu'il faut savoir, nous avons une assemblée responsable. Un autre pan, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a un dysfonctionnement quelque part dans le système de l'exécutif qui fait qu'il y a eu cette situation décrite par le Premier ministre? Oh, non, je ne pense pas. Et le Premier ministre, je crois, il est venu, il a transmis le message aux représentants du peuple. Parce que c'est le peuple-là qui a été victime. C'est le peuple-là, franchement, qui a été violenté. Et à partir du moment où cela nous a été dit, et il nous a dit également que nous, l'exécutif est en train d'identifier
non seulement lister, comment identifier des victimes, mais également ceux qui ont instruit à ce que ces maisons soient détruites. Donc de là, je pense que nous ne pouvons pas aller au-delà de cela. Nous devrons attendre jusqu'à ce que la lumière soit faite là-dessus. Et si ça tarde, il n'y a pas de souci. Notre devoir, c'est aussi de contrôler l'exécutif. Et pour le moment... puisque vous êtes chargé de contrôler l'exécutif, il y a des caméras qui ont accompagné des citoyens, et pas les moindres, des ministres parfois et des hauts responsables. Ils sont allés sur le terrain, ils ont cassé des maisons avec des bulldozers, ils ont diffusé sur la télévision nationale, donc la télévision d'État, et tout le monde l'a vu une fois, deux fois, trois fois. C'est passé sur les réseaux sociaux. Les médias ont interpellé vous, les députés. Et le président de l'Assemblée nationale est venu face à vous. Vous lui avez posé la question, il vous a dit, je ne sais pas qui a donné l'ordre. Alors que vous avez vu... C'est le Premier ministre plutôt, pas le président de l'Assemblée. C'est le Premier ministre, je dis. Okay. Le Premier ministre dit, je ne sais pas qui a donné l'ordre. Alors que vous avez vu un de ces ministres sur le terrain. Et ça c'est pas aujourd'hui ça s'est passé. Vous n'avez vu aucune sanction, aucune mesure disciplinaire, et rien d'autre, et vous voulez toujours attendre. Est-ce que vous êtes... Excusez-moi de dire ça. Je viens de vous le dire. Est-ce que vous méritez de représenter ce peuple-là à l'Assemblée nationale? Je pense que oui. D'accord. Parce que, vous venez de le dire, c'était le 7 avril. Nous sommes combien aujourd'hui? Peut-être ça fait juste une semaine. En quelque sorte. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Le Premier ministre est venu nous dire qu'il n'était pas au courant. Nous avons été surpris. Au même moment, il nous informe qu'il y a une commission qui est en train d'identifier déjà non seulement les victimes, mais aussi les bourreaux. Il faut les appeler comme ça. Donc, sur ceci dit, nous pouvons attendre. Une semaine n'est pas encore tard pour nous accuser comme quoi que nous n'avons pas pris nos responsabilités. Je pense qu'il faut encore attendre. Mais ce que nous pouvons dire au Premier ministre quand même, franchement, comme vous avez cité, il y a certaines personnes telles que les maires et aussi ce qu'on appelle certains ministres qui étaient sur le terrain. Mais les images dont vous vous rappelez, moi j'ai vu des images, mais c'était franchement les emprises au bord de la route. Je crois que c'est là où j'ai vu des ministres. Mais en ce qui concerne la destruction... Vous n'avez pas vu les images de Lubrega? Moi, personnellement, je n'ai pas dit que ça n'a pas passé. Je peux vous envoyer des images de Lubrega. Vous avez vu les images de Koya? Oui, mais est-ce qu'en présence du ministre... Vous les avez vues, honorable, et vous êtes au courant? Je vais vous dire... Je suis certaine que vous les avez vues, vous êtes au courant. Je ne nie pas, J'accuse. C'est que vous ne les avez pas vues. Nous avons des... Moi, personnellement, je condamne fort le Premier ministre. Ah. Parce que pour moi, c'est le comble. Là, vous le condamnez fort. Moi, je l'ai... Posez des actes. Mettez une commission en place. Demandez des comptes. C'est ça votre responsabilité. C'est justement s'il s'agit de dénoncer, j'ai déjà dit, pas seulement à ce micro. Agissez. Oui, mais j'ai eu aussi à le faire quand il était là. La loi vous donne les moyens d'agir sur eux. Oui, ce que je peux dire, franchement, j'ai été réellement surpris. Du coup, je me suis dit que franchement, c'est le comble de l'anarchie. Je sais quand même que les désordres, nous constatons à Guinée. Mais l'anarchie à ce point, au point que un ministre peut se donner le pouvoir d'aller détruire, et qu'on lui dit que je ne suis pas informé, le Premier ministre le dit, je crois que ça veut dire que ça ne va pas. Il y a un problème. Et aussi, il y a ce problème, au point d'encaisser des coups tordus à la population de la sorte, c'est que le Premier ministre pouvait faire de mieux, c'était de démissionner. D'accord. Donc le Premier ministre devrait démissionner. Il devrait démissionner parce qu'il n'a plus le contrôle. Vous réclamer sa démission? Non, ça c'est un avis personnel. Oui, l'avis personnel. Et je le dis pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on n'a pas le contrôle sur ses subordonnés, ça veut dire tout très clairement. C'est votre conviction, ça, n'est-ce pas? C'est mon avis. Alors dites que vous demandez la démission du Premier ministre. Je demande, à partir du moment où le Premier ministre n'arrive plus... pas gros discours derrière. Il faut que la raison soit... Dites en une phrase. Je demande la démission du Premier ministre. Parce que... Non. Mais justement. Après, vous direz parce que... Mais dites que je demande la démission du Premier ministre. Je demande la démission du Premier ministre parce que il n'a plus le contrôle sur ses ministres, selon ce qu'il nous a révélé. Très bien. À partir de là, ça veut dire qu'il n'a plus sa raison d'être. Très bien. Voilà. Premier ministre, il y a un député qui demande votre démission. Il n'y a pas de souci. Mais en souci. même temps, c'est curieux, hein, parce que vous avez voté sa politique générale. Oui, bien sûr. Vous l'avez voté, après vous demandez sa démission, c'est contradictoire. Pas contradictoire. C'est contradictoire. Posez-moi la question, pourquoi? Non, je ne vous poserai pas cette question parce que je n'ai pas envie d'écouter cette réponse. Honorable, on va terminer par des questions éminemment politiques maintenant. On sait que depuis la présidentielle, il y a un certain nombre d'acteurs politiques, vos amis notamment, vos très bons amis d'ailleurs, qui sont en prison.
et ils sont en prison. Vous êtes à l'hémicycle. Je parle d'Ousmane Gawal, je parle de Tian Soropogui, vous connaissez très bien. Vous avez été dans FNDC. Je parle de tous ceux qui sont aujourd'hui en prison, que certains appellent détenus politiques et d'autres ne veulent pas qu'on dise. Pour vous, ce sont des détenus politiques. Il faut bien qu'on soit d'accord dessus. Non, je ne suis pas d'accord. Ah, ce ne sont pas des détenus politiques? Je ne pense pas. Lorsqu'on parle de détenus politiques, lorsque quelqu'un pose un acte, c'est-à-dire éminemment politique qui heurte le pouvoir, je pense que ce n'est pas ça. Il s'agit d'une conspiration. Nous avons connu. Les élections... Laissez-moi, je reprends là. Oui, je vous écoute. Les élections législatives ont eu lieu. Ce ne sont pas des détenus politiques? Je ne pense pas, non. Ce ne sont pas, il n'y a pas de prisonniers politiques en Guinée à ma connaissance. D'accord. Et c'est le lieu d'ailleurs de féliciter. Ceux qui sont en prison. Je connais des détenus politiques dans tous les pays limitrophes. J'ai connu les détenus politiques en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro est l'un des exilés. J'ai connu au Niger. Je l'ai connu, comment vous appelez, au Sénégal, que vous connaissez, M. Sall, le maire. Sall, mais aussi Karim Wade. Mais en Guinée, nous n'avons pas connu de détenus politiques de la sorte, franchement. Les leaders les plus significatifs qui représentent des véritables menaces pour le pouvoir. Donc pour nous, c'est une avancée démocratique qu'il faut louer à l'action du président de la République. Il faut féliciter le président Alpha Condé d'avoir mis tous ces gens-là en prison. Parce que tous ces leaders qui ont eu la capacité, ailleurs, ces leaders les plus significatifs ont été emprisonnés. Parce que les autres sont en prison. Non, ce n'est pas ça. Quand vous parlez de détenus politiques, ils ne sont pas des détenus politiques, mon frère. D'accord. Je vous explique un fait. Expliquez, je vous écoute. Nous étions aux élections législatives. D'accord. Aux élections présidentielles. Le soir, on n'était même pas encore à 18h. Finalement, nous avons vu des résultats de l'UFDG. Qu'on brandissait que nous avons gagné, nous avons gagné. Et finalement, ils ont fait un document qu'ils appellent le rapport, que moi j'appelle le torson. Ils nous ont présenté un torson, pas un rapport, qui dit quoi? Même quand vous regardez le diagramme, vous vous rendez nettement compte que le cercle qu'ils ont présenté, la moitié même n'est pas de l'UFDG. Et finalement, ils disent qu'ils ont 53% de cela. Cela se révèle aussi faux. Ce qui a été fait, c'était une tricherie. Ce qui a été fait, franchement, c'était une conspiration contre le peuple guinéen. Nous avons vu encore, ils ont dit, le président d'Alain, non seulement il s'est autoproclamé, il a demandé à ses militants de se battre bec et ongle pour défendre ce vote-là. Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu des Guinéens découpés, mis dans le sac. Vous avez vu ça? Par l'habitude, je n'ai jamais vu qu'un Guinéen peut être aussi cynique ou, je ne sais pas, sadique de la sorte. Cela passe. Nous voyons encore les poteaux qui ont été arrachés de la sorte. Une telle barbarie, nous ne l'avons jamais vu par le passé. Tout ça, ça a été organisé par des hommes et des femmes. Je ne dis pas forcément que c'est ceux-là qui sont en prison, mais ce sont des personnes suspectées. Qu'on laisse la justice de faire son travail. À partir de là que la justice est engagée de faire son travail, il ne faut pas mettre pression sur l'exécutif parce que vous avez une capacité de nuisance. Je rejette cette pratique. Depuis très longtemps, nous avons toujours demandé à ce qu'une commission d'enquête soit ait lieu pour identifier d'un côté des bourreaux, mais de l'autre côté des victimes. C'est tout ce que nous avons toujours réclamé dans l'opposition. Il mérite d'être en prison, à partir du moment que l'exécutif a commencé à traquer des personnes suspectées, il faut laisser la justice de faire son travail. S'ils sont en prison, ils le méritent. Je ne dis pas ça. Je ne suis pas le juge, ni je ne suis pas le procureur, je ne suis ni avocat, ni l'officier de police judiciaire pour savoir exactement le fond de ce dossier. Mais ce que je sais... Monsieur Lamine, vous avez été en prison une fois? Moi, non. Oui, vous n'avez jamais été en prison. Je n'ai jamais fait la prison. Vous êtes à l'hémicycle maintenant là. Mais mon parti... Vous êtes député, vous êtes député maintenant là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aviez fait la prison... Non, je suis d'accord sur une chose. Vous aurez changé de discours? Non, pas du tout. Parce que c'est trop facile ce que vous êtes en train de dire. Non, c'est que je vous suis en train de vous dire... C'est facile de spéculer sur le sort des autres. Laissez la justice le faire. Oui. Je suis d'accord avec vous. Oui. Ça fait combien de mois? Oui, mais nous avons ce qu'on appelle un code pénal. Ça fait combien de mois? Laissez-moi finir. Le code pénal... Conformément au code pénal, puisque vous êtes juriste, justement. Non. Ça fait combien de mois? Je ne connais pas exactement le nombre de mois. Vous ne le savez pas? Exactement. Et vous voulez qu'on laisse la justice faire son travail? Faire la justice... laisser la justice de faire son travail, ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez qu'il y en a qui sont décédés en prison? Oui, je sais. Vous le savez? Oui. Et vous voulez qu'on laisse la justice faire son travail? Ah, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si la justice ne fait pas son travail, qui doit faire son travail? Ils sont tenus par qui? Vous êtes incroyable, hein? Non, mais si on ne laisse pas la justice de faire son travail, qui doit faire son travail? On doit amener la justice à faire son travail. On ne laisse pas la justice faire son travail. Et l'une des responsabilités que vous avez, c'est justement ça. Aujourd'hui, des gens sont en train d'amener la justice à faire son travail, c'est d'exercer la pression. Non, c'est de dire parce que c'est de votre responsabilité qu'une justice soit juste. À ma connaissance, des personnes le sont délai en prison. requis dans le code pénal n'est pas encore passé.
Ça, je vous le dis. Bon, le délai, c'est combien de temps? Je ne peux pas vous dire maintenant c'est exactement, mais je Donc vous le vous dis. ne savez pas le délai et vous estimez que ce n'est pas encore passé? Non, je sais parce que... Laissez-moi Pourquoi finir. vous pouvez dire des choses comme ça, Si. honorable? Je vous le dis que le délai requis n'est pas encore passé. C'est quoi le délai requis? C'est ce que je vous dis. Je ne pourrais pas vous dire le nombre de mois qu'il faut, mais pour le moment... Mais vous ne le savez pas. Si je le sais... Alors vous ne pouvez pas dire que le délai requis n'est pas passé. Parce que vous ne connaissez pas le délai, honorable. Si. Vous ne connaissez pas le délai. Non, laissez-moi vous dire. Des gens sont morts, ils ne reviennent plus. Je suis d'accord. Ils ont des familles aujourd'hui qui ne savent plus et comme d'autres encore qui ont été tués, ceux qui ont été tués, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors là, ceux-là aussi ne peuvent plus revenir. Qu'est-ce qui vous empêche, par exemple, d'interpeller le ministre de la Justice, de mettre les moyens à la disposition des différents juges pour accélérer ces dossiers? Je suis parfaitement d'accord. Pour que ceux qui sont sanctionnés soient sanctionnés. Ceux qui ne sont pas coupables soient libérés. Et si la justice doit attendre alors qu'on les mette en liberté conditionnelle? Qu'est-ce qui vous empêche, honorable? Ce n'est pas mon devoir d'influencer l'exécutif. Ce n'est pas mon droit. Ce n'est pas mon devoir encore de mixer dans les affaires judiciaires. Non. Je ne peux pas Non, je vous ai entendu, moi je vous ai compris. Dernière question. La Guinée s'est fait sanctionner, entre guillemets, c'est ce que j'ai lu dans la presse. Parce que je n'ai pas suivi le dossier. J'ai lu ça dans la presse, que la Guinée s'est fait sanctionner par les États-Unis. Votre pays préféré, les États-Unis. Hein? Mais pourquoi? Comment ça peut être mon pays préféré? Parce que vous aimez bien les États-Unis. Je n'ai rien contre les États-Unis, mais on ne peut pas l'appeler un pays préféré. Hein? Vous n'aimez pas les États-Unis? Parce que je sais que dans nos discours, souvent, vous faites référence aux États-Unis. Mon pays préféré, c'est le Sénégal que j'ai connu, que j'ai aimé. D'accord, il n'y a pas de problème. Qui m'a donné une femme et des enfants et des diplômes. Vous citez souvent les États-Unis en référence en matière de démocratie, donc c'est pourquoi j'ai dit que c'est votre pays préféré. Si ce n'est pas le cas, je m'excuse, ce n'est pas votre pays préféré. Les États-Unis, vous ne les aimez même pas. Enfin, vous n'avez rien contre eux, mais ce n'est pas votre pays préféré. D'accord. Mais récemment, la Guinée a perdu une opportunité. Vous êtes au courant? De quelle opportunité? Une possibilité d'investissement de 500 millions de dollars qui devrait être validée par les États-Unis. Bon, je ne connais pas ce dossier. Challenge. Vous n'êtes pas au courant? Non, je ne suis pas au courant. D'accord. Dans ce cas, je vais arrêter cette interview à ce niveau. C'était le dernier sujet. Honorable, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Mais vous avez encore 30 secondes pour regarder la caméra derrière moi. Vous dites ce que vous voulez, à qui vous voulez. Cette fois-ci, je ne vais pas vous interrompre. Parce que tout simplement, vous avez une carte blanche. Oh, merci de m'avoir soumis à cette interview. Et je vais dire de façon très claire au Premier ministre qui est venu, que nous avons reçu la dernière fois et que nous avons écouté avec une attention particulière, il est clair aujourd'hui que nos chiffres macroéconomiques sont très brillants. Mais la répartition de la croissance, franchement, ne nous paraît pas convenable. À partir du moment où cette croissance n'a pas impacté notre condition de vie, je pense qu'il y a de quoi de redéfinir la stratégie qu'il faut. Et c'est pourquoi je pense que les Guinéens sont à 90% ou je ne sais pas, au moins 75% dans l'agriculture. Il se trouve que nous n'avons pas de route pour drainer, pour prendre les produits agricoles dans les zones de production pour les centres de commercialisation, donc de consommation. Et tant que cela n'est pas fait, nous ne pouvons pas connaître ou reconnaître, si vous voulez, ces chiffres macroéconomiques. Et c'est pourquoi je souhaite que l'État s'implique fortement dans le domaine, si vous voulez, du désenclavement de certaines localités. En deuxième lieu, je voudrais aussi également lancer un appel solennel au peuple de Guinée, franchement, de prendre à bras le corps, si vous voulez, cette souffrance que nous sommes en train de subir et de donner un temps réel, si vous voulez, à l'exécutif en vue de trouver une solution à nos problèmes, mais pas dans la violence. Je vous remercie. C'était la carte blanche du député de parti fidèle, Mohamed Lamine Kaba, était notre invité droit dans les yeux. Il est aussi le vice-maire de la commune urbaine de Farana. Derrière les caméras, il y avait Mamadou Ali Ouba et Abdoulaye Kamara. Alassane Diallo va sur le montage et la réalisation. Nous, on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.